Bernard Valero qui va nous présenter Jean Masse, architecte à l'œuvre apport très importante, un des fondateurs de l'agence 234, très grande agence, qui est enseignant également, enfin donc qui a joué un rôle très important. Personnellement, je me réjouis de l'accueillir parmi nous et de toute façon, je vais laisser maintenant la parole à Bernard Valero qui va donc vous le présenter plus en détail. Merci. Bonsoir à tous. Ça me fait extrêmement plaisir de présenter Jean Masse aujourd'hui à l'Académie d'Architecture pour plusieurs raisons. Pour des raisons professionnelles, Bertrand vient de les rappeler. C'est un architecte éminent, c'est un architecte qu'on connaît son travail, on connaît sa production, on connaît surtout la production de l'agence 234 avec qui il est associé, que je salue parce qu'il y a des associés là ce soir, que je salue, leur présence. Il y a plusieurs raisons professionnelles, je viens de le dire, personnelles aussi parce qu'on a plein de points communs et puis on s'est rencontrés un peu tard. J'espère que ça durera encore longtemps, donc on va croiser les doigts pour que ça tienne et ça me fait extrêmement plaisir pour ces raisons. Donc comme l'a dit Bertrand, Jean Masse est un architecte enseignant qui est membre fondateur de l'agence 234 et c'est une agence très importante parisienne, très professionnelle, qui a une production remarquable. Avant de présenter la production de Jean, je voudrais rappeler d'où il vient et c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est la partie humaine du personnage parce que l'architecte, bon, on va voir, c'est très très bien, mais il y a quand même des fondamentaux et des fondements qui sont importants. Donc Jean Masse est né en 1954 à Rabat au Maroc et c'est un pays qu'il va quitter en 1966. Donc il a passé 12 ans au Maroc. 12 ans au Maroc avec un père qui est urbaniste paysagiste, Pierre Masse, que j'ai découvert parce que je ne le connaissais pas, et une mère enseignante. Alors je ne sais pas si ces 12 années ont été fondatrices, mais en tout cas il va baigner, il va rencontrer, il va croiser, il va visiter des bâtiments faits par des architectes éminents, que j'ai redécouvert aussi, parce que c'est vrai qu'on travaille dans notre coin et puis qu'on oublie un peu tout ça. Des gens comme Henri Tastemain, comme Demazière, comme Zévaco, comme Candilis, comme Elie Azaguri, très grand architecte, celui dernier que je cite, les autres aussi. En fait, il va baigner dans une espèce de creuset avec tout ce qui se fait de mieux dans l'architecture contemporaine au Maroc à cette époque-là. C'est des architectes français pour certains. Ils vont venir à la demande parfois de son père au Maroc et d'autres urbanistes pour travailler, soit à la construction du Maroc, parce que le Maroc n'a pas été détruit, soit à la reconstruction de villes comme Agadir, par exemple, qui va être détruite par un tremblement de terre, donc ils vont œuvrer. Alors vous allez voir, j'ai montré quelques images. Là, c'est le lycée ou le collège où Jean Masse, le lycée où Jean Masse a été étudiant. Donc il y a quand même, on dit toujours, est-ce que ces 12 années ont été fondatrices? Moi, on me demande toujours pourquoi tu as fait archi. Alors moi, je dis, j'ai habité dans les grands ensembles et je faisais des Legos. Quand on voit Jean Masse, on se dit qu'il y a quand même une base qui est autrement plus importante, avec un père incroyable, dont il parle avec émotion, et puis surtout des bâtiments incroyables. Bon, il les a peut-être pas tous visités, il avait que 12 ans quand il est parti, donc je dis pas que c'est ça qui a été fondateur, mais en tout cas, c'est un bon creuset pour développer la carrière future d'un architecte aussi important que Jean. Donc ça, c'est le lycée où il a été étudiant, c'est un bâtiment de Henri Tastemain, moi je connaissais pas, donc c'est des images un peu ringardes, un peu vieillottes, mais qui montrent la qualité de ces architectes, leur côté hyper professionnel, une production moderne de l'époque, un style international qui n'a rien à voir avec l'architecture locale marocaine. Mais vous verrez que Jean prête attention à l'architecture locale, comme le faisait son père. Et donc, c'est des bâtiments qui sont peut-être passés, peut-être un peu vieillots, mais qui, en tout cas pour moi, me touchent, pour lui aussi, et pour certains dans la salle, sont des bâtiments remarquables. Ça, c'est un autre bâtiment de Henri Tastemain. Donc, quand on voit l'écriture de ces bâtiments-là, que j'ai découvert, on ressent enfin, toute cette écriture architecturale, tout ce vocabulaire qui va faire notre éducation à nous bien plus tard. Mais déjà, à cette époque-là, les gens, ils envoyaient du lourd. Hein. C'est-à-dire qu'ils savaient construire, c'était du béton, les matériaux pérennes. Enfin, il y a une qualité architecturale et plastique qui est indéniable. Une trame, bon là, ça c'est encore Tastemain, c'est des espaces intérieurs qui d'ailleurs me font penser à certaines maisons que tu vas montrer tout à l'heure de Eugna Sigurðardóttir. C'est pas la même époque, c'est peut-être presque la même époque, je dirais, mais on a la même qualité de précision de matériaux et de mise en œuvre. Ça, c'est Zévaco, par exemple. Bon, c'est des exemples que je donne. Hein, ça. Et ça, c'est une maison que j'aime beaucoup, c'est la maison de Elie Azaguri, qui est un architecte marocain. C'est sa maison. Alors, d'aucuns disent c'est la Villa Chaudhon de Corbu en Inde, mais bon, c'est pas grave, c'est la poule et l'œuf. Moi, ça m'intéresse pas de savoir la date, qui a copié quoi.
c'est la qualité de ces constructions dans ces pays-là, à cette époque-là, de ces gens. Donc je pense que ça a été quand même un moment pour Jean, ces 12 années passées là-bas, très important, et qu'on ne peut pas renier. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il me parle aussi de l'architecture classique ou traditionnelle marocaine, et il me parle de la Médina de Fès ou la Médina de Rabat. Et il en parle de manière assez émue, parce que c'est des espaces qui l'ont marqué, mais il emploie les termes de l'architecture contemporaine, c'est-à-dire qu'il va parler de nappe urbaine, il va parler de toiture terrasse, d'habitat, d'usage. En fait, c'est un vocabulaire toujours contemporain, plaqué sur une architecture traditionnelle. Et d'ailleurs, quand on lit un peu le parcours de son père, on se rend compte que son père avait travaillé sur l'habitat traditionnel aussi marocain, sur l'habitat pauvre et modeste, et qu'il avait même développé des habitats pour justement aider à un développement meilleur pour ces populations. Alors c'est vrai que les chiens font pas des chats, mais quand on connaît Jean et quand on voit l'attention qu'il porte à la qualité d'usage dans les bâtiments, le fonctionnement, on se dit qu'il y a une vraie filiation qui est passée. Et je trouve que c'est assez important. Donc là, c'est la Médina de Fès. C'est vrai que c'est des espaces assez impressionnants parce que c'est un agglomérat de petites maisons. Mais il me disait, avec un peu d'émotion, le soir venu, les gens pratiquent ces toitures terrasses et cette 5e façade. Donc il y a vraiment une filiation. Il n'y a pas que de l'architecture moderne au Maroc et il a prêté attention à cette architecture traditionnelle. Ça, c'est celle de Rabat. C'est la même chose, hein, avec ses bâtiments et ses toits très importants. Donc en 1966, il quitte le Maroc et avec ses parents, il va aller à Lille et à Grenoble. Donc on continue cette espèce d'apprentissage de l'architecture. Son père va s'occuper d'autres développements urbains. Et donc là encore, il va rencontrer d'autres personnes et puis il va encore s'éveiller à cette forme d'architecture. En 1974, il intègre l'école d'architecture du Grand Palais. Et donc, c'est pas encore ce qu'on appelle l'UP8 à la fin. Et il croise Simon Rodriguez, qui est là ce soir, que je salue, qui va devenir son ami et son associé, et un de ses associés. Il va croiser de loin Michel Kagan, qui deviendra son ami, mais plus tard à New York. Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il intègre l'atelier d'Henri Tastemin. Tastemin, qu'il avait connu avec son père, et où il avait été au lycée. Donc, c'est comme ça qu'on voit les strates et le parcours, et la logique de ce parcours. Et puis, il croise aussi au Grand Palais des gens qui ont intégré l'atelier d'Henri Siriani, qu'il ne connaît pas encore. Et passez-moi l'expression, il croise des fondus, quoi. Des mecs complètement allumés, complètement illuminés, qui travaillent non-stop, nuit et jour. Et il se dit, c'est quoi cet atelier? Donc il va voir Siriani et il lui demande à rentrer dans son atelier. Siriani qui lui dit, ben oui, ok, mais comme toujours, tu reprends une année en arrière parce qu'il faut que tu fasses tes gammes. Ça, c'est Siriani, il faut le connaître. Moi, je n'ai pas là ce soir, mais voilà. Donc il fait une année, il refait sa 3e année, il passe son diplôme et en 1982, il va s'en aller aux États-Unis. Il y a une petite rupture pour intégrer l'agence de Richard Meier, qui est pour moi la meilleure époque de Richard Meier. Bon, c'est mon avis, hein. Ça n'engage que moi. Il fait le forcing pour rentrer dans cette agence. C'est pas très simple parce que beaucoup veulent rentrer chez Richard Meier. Il devient son ami et à New York, il va croiser quelqu'un qui va devenir son ami et mon ami aussi, Michel Kagan, qui est hélas parti trop tôt. Et là aussi, il en parle avec beaucoup d'émotion de quelqu'un qui lui a ouvert toutes les portes à New York, qui lui a fait pratiquer cette ville et rencontrer des gens très importants. Après, il va revenir en France en 82, tu pars à New York. Donc une année plus tard, il revient, voilà, 84, il revient et il va travailler chez Wilmotte et Stark. Donc j'aime bien ce grand écart entre Tastemin, Siriani, Richard Meier, Wilmotte, Stark, toujours des personnes éminentes, des architectes très grands professionnels, et il en parle d'ailleurs avec beaucoup de respect. Je pense que ça fait partie de toute sa formation, que c'est très important d'avoir toutes ces cordes à son arc. Et après, avec François Roux, qui est là ce soir, que je salue aussi, il va créer l'agence Mass & Roux, qu'on connaît, qui était le début de leur travail à Paris, puisqu'ils sont primés pour les albums, les jeunes architectes à la ville de Paris. Et ils vont commencer à construire un petit bâtiment que j'ai toujours aimé, que j'avais vu dans les revues, parce qu'à l'époque, je regardais les revues encore plus que maintenant. Et c'est un petit bâtiment à Chartres qui m'a toujours amusé, parce que quand on voit ça, on se dit, ça m'a fait penser au bâtiment de Simon, Rodriguez, qui est là, l'Institut à Chaumont. C'est-à-dire que les types sortent de Siriani et ils donnent tout. C'est que les bâtiments, c'est des manifestes. Et il y a tout dedans. Alors j'ai toujours aimé ce projet, bon, pour des raisons XY, pour ce vocabulaire architectural, pour tout ce qui a été donné avec passion pour le faire, alors que c'est un des premiers bâtiments, je pense, hein, fait par eux. Ça, c'est l'intérieur, avec une coupole traitée de manière complexe. Ça, c'est une petite maison qu'ils font à Paris, avec François.
C'est dans le 19e, je crois, ou 20e, je ne sais plus. 15e. Voilà. Ça, c'est un autre projet que j'aime beaucoup. Ils sont toujours François Roux et Jean Mas. C'est une restructuration pour la SNCF d'un immeuble de bureau. Je crois que ça a été les prémices de votre travail sur le bâtiment tertiaire. C'est un bâtiment éminemment compliqué. Je trouve que pour une jeune agence, c'est une très belle réalisation. Enfin, je me permets de le dire. Les espaces intérieurs sont incroyables. Et c'est quand même une des premières réalisations de boulevard Montparnasse. Moi, à Montparnasse, à côté de là, on voit d'ailleurs le bâtiment du Buisson à côté. C'est un bâtiment extraordinaire, je trouve, qui leur a permis après de travailler encore dans le tertiaire un peu plus et de continuer cette progression. Voilà, ça c'est une autre vue du bâtiment. Là, l'agence Roux et Mas s'arrête et c'est l'association avec les associés de 2, 3, 4. Donc je vais montrer maintenant quelques bâtiments qui ont été faits chez 2, 3, 4, mais par Jean Mas. Ça n'obère pas la qualité de tous ses associés. Donc il y a Roux et Mas, ça on a dit. Il y a Christine Edekins et Olivier Arène, Simon Rodriguez et Pierre Bolz. Donc ils ont fait une structure hyper professionnelle. Je crois que leur passage aux États-Unis pour certains a fait qu'ils ont été capables de créer des agences, cette agence hyper professionnelle, hyper compétente, ne laissant rien au hasard. Et ça se traduit dans des bâtiments assez incroyables. Ça c'est le bâtiment pour Airbus, c'est pour stocker des Airbus A380. Là je veux dire que c'est aussi Olivier Herbemont qui n'est pas là ce soir, qui lui a permis, et nous aussi à l'agence, de travailler sur des projets industriels comme ça, un peu improbables. Faire une usine pour stocker des avions énormes, c'est toujours un peu rigolo. Et donc, ils ont fait ce projet un peu grâce à lui, parce qu'il a donné la confiance qui est nécessaire pour faire des projets de ce type. Voilà. Donc là, je montre quelques vues de ce projet. Ça, c'est un autre projet que j'aime beaucoup, que je n'ai pas visité, que tu devais me faire visiter. C'est une salle de marché pour la Société Générale à La Défense. Moi, j'appelle ça une tour couchée. C'est un bâtiment horizontal, alors que tous les autres cherchent à gratter le ciel. Là, on le voit un peu à gauche, là-bas. C'est un bâtiment assez impressionnant. Ça, c'est des logements qu'il a fait à Boulogne-Billancourt. C'est pour ça aussi que je montre un panel industriel, tertiaire, logement. Ça, c'est à Boulogne-Billancourt. Il y a tout ce travail sur l'épaisseur de la façade, sur la double peau. Enfin, double peau qui n'est pas factice, avec une véritable qualité d'usage, je trouve. C'est un bâtiment qui est dans la ZAC à Boulogne. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est un bâtiment qui est fait porte des Lilas, je crois. C'est La Défense, celui-là ? Ouais. Donc ça, c'est un immeuble aussi qui a dans la même qualité que l'autre. Je le montre aussi parce qu'il y a cette épaisseur de façade, ce travail sur l'attique qu'on retrouve un petit peu tout le temps dans cette écriture-là et qui est assez bien faite. Ça, c'est un lycée qui vient de sortir à Noisy-le-Grand, qui a été largement publié. Donc là, c'est toujours cette épaisseur de façade, ce rapport au sol, ce socle. Il faut savoir que c'est une ZAC à Noisy-le-Grand qui est en complète construction et c'est un des premiers marqueurs de cette ZAC. Et c'est assez impressionnant d'avoir un bâtiment, un équipement de cette qualité dans une ZAC qui va être essentiellement travailler avec du logement et du tertiaire. Là, c'est l'opération vue dans son ensemble avec le bâtiment que vous reconnaissez tous derrière. Alors ça, c'est un immeuble de bureau que j'aime beaucoup à La Défense, qui n'était pas comme ça à l'origine, puisque c'est une restructuration. Et quand on regarde et qu'on lit ce qui a été fait sur ce projet, c'est un bâtiment qui était en strate horizontale et qui était un petit peu rablé, on va dire, un peu court sur pattes, et qui ne pouvait pas rivaliser avec ses amis qui sont à côté, qui sont des grandes tours. Et qu'est-ce que fait Jean ? En fait, il modifie la perception de l'ouvrage, puisqu'il travaille maintenant sur des strates beaucoup plus grandes, de 3 niveaux, et le bâtiment prend plus d'ampleur, il n'a plus du tout le registre qu'on lui connaissait avant, et surtout il travaille ces grandes loggias, ces grandes percées urbaines, qui vont donner une qualité spatiale, une qualité d'usage dans les bureaux, avec des terrasses accessibles, qui vont changer fondamentalement la physionomie de cet ouvrage. On n'arrive plus même à lire la perception des niveaux dans un bâtiment comme ça. Ça, c'est les grandes loggias. Bon, là, on ne voit pas très bien, c'est la coupe, où on voit le principe de ces doubles hauteurs, triple hauteurs même. L'intérieur. Alors ça, c'est un autre bâtiment que j'ai pu visiter qui est assez remarquable, un bâtiment pour Cogedim sur la ZAC à Austerlitz. Un bâtiment qui a été travaillé avec une artiste sur le problème de mise en couleur. Et là, on travaille sur, on n'est plus sur l'horizontalité, on travaille sur des strates verticales. Là, c'est le bâtiment la nuit avec cette intervention artistique. Je veux dire que l'espace intérieur de l'atrium et la distribution intérieure des espaces de travail est absolument remarquable et très très bien faite.
Je souligne aussi la qualité de réalisation de ces ouvrages. C'est pour ça qu'après, quand il va faire l'éloge de Ogna, il y a ce rapport, je trouve, à ce fait de travailler extrêmement bien le détail et la finition. On sait avec des coûts de matériaux, des choses très très serrées, il n'empêche qu'il y a une attention particulière sur le détail et la mise en œuvre de ces ouvrages. Enfin, je vais finir par ce projet-là qu'on connaît un peu tous, qui a été largement publié. C'est une tour à la Défense, qui est donc juste à côté de l'Arena, avec un système d'hôtels. En fait, c'est un emboîtement de 3 hôtels qui viennent se décaler les uns par rapport aux autres, avec des terrasses intermédiaires à chaque fois. C'est un ouvrage assez remarquable, là encore. Je suis désolé d'utiliser ce mot, mais moi, à chaque fois que je regarde cette production, que ce soit la sienne ou celle de 2, 3, 4 dans son ensemble, j'avoue que je suis assez émerveillé, parce que à chaque fois, c'est des réponses très pertinentes par rapport au lieu, avec des ouvrages très simples, enfin, en apparence, et d'une grande qualité, d'une grande rigueur. Voilà. Je vais laisser la place à Jean pour présenter Ogna maintenant. Je dois dire que ça me fait extrêmement plaisir qu'il soit là ce soir parmi nous. Un grand merci à Bernard Valero d'avoir montré cette richesse, cette variété, cette diversité, cette excellence de l'œuvre de Jean Mas. Et puis ces racines architecturales marocaines intéressantes, qui montrent aussi la continuité de son action, de sa réflexion, de sa production. Voilà, Okna Sigurdardóttir était une ancienne membre de l'Académie. Il est d'usage que les nouveaux entrants à l'Académie fassent l'éloge d'un membre disparu. Et Jean Mas va nous présenter aujourd'hui la carrière de cette architecte franco-islandaise ou islando-française, en tous les cas qui avait cette double nationalité, qui était une figure de l'Académie jusqu'à récemment. Merci. Bonsoir. Merci à l'Académie. Merci à toi, Bernard. Et je dois commencer cet hommage en employant un mot très important qui est le mot émotion, parce que au-delà de l'émotion qui est la mienne ce soir sur le fait de rentrer à l'Académie, qui est déjà une émotion importante, je dois dire le plaisir immense que j'ai eu à travailler sur cet hommage, parce que le ciel a fait que l'hommage que j'ai eu à faire m'a littéralement bouleversé. Il y a une dimension d'émotion que vous allez, j'espère, sentir dans le travail que j'ai pu faire sur Okna, que j'ai découvert petit à petit. Et cette histoire d'hommage, on peut tomber effectivement sur des gens qui vous saisissent ou être dans un rapport, on va dire, d'indifférence. Et finalement faire une espèce d'exercice de style dans lequel eh bien, on raconte la carrière, alors, les études, etc., etc. Bon, moi, ça ne va pas marcher comme ça. J'ai écrit un texte, effectivement, de 9 pages, mais je vais essayer de... Mon ambition, en tout cas, c'est de traduire cette émotion, parce que je pense que Okna a été et une architecte absolument magnifique et une femme magnifique, et qu'il faut que j'arrive à faire passer cette chose-là ce soir. C'est mon objectif, en tout cas. Donc, je vais plutôt me servir de la présentation du PowerPoint que de mes notes, ce qui va faire que peut-être j'oublierai un certain nombre de choses, mais peu importe, parce que l'essentiel, encore une fois, c'est la question de l'émotion. Alors, vous avez une femme qui est inscrite dans une histoire très particulière. Il y a son histoire à elle, on va le voir, qui toujours rejoint un petit peu la grande histoire. Okna naît en 1929, quelques semaines avant le grand krach boursier que vous connaissez et la grande dépression qui a suivi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et elle naît, vous le voyez ici, dans ce petit îlot qui s'appelle les îles Westman. Alors, pour l'échelle, l'Islande, ça fait à peu près 500 km d'une extrémité est à l'extrémité ouest. Donc, essayez d'imaginer l'échelle de cette petite île, qui, encore une fois, fait à peu près 3 km de long sur 4 km, enfin, 4 km de long sur 3 km de large. 800 habitants en 1900. Principalement des pêcheurs, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, si vous voulez. Et donc, par conséquent, c'est quand même tout à fait extraordinaire de naître exactement au moment de la Grande Dépression, encore une fois, sur un caillou. C'est une forme de petit porte-avions sur l'Atlantique Nord, dans un climat avec 5 degrés moyens à peu près sur l'année, du brouillard pratiquement tout le temps, encore une fois, et un climat
océanique, donc certes qui évite les grands froids, mais qui en même temps ne produit pas beaucoup de chaleur. Donc il y a quelque chose, à part la chaleur volcanique, on va le voir tout à l'heure, qui fait que cette naissance très particulière, elle marque cette histoire et cette inscription dans l'histoire. Alors j'ai découvert, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup intéressé Okna, que la question fondamentale de comment les hommes ont réussi à s'installer sur l'Islande et la façon dont l'habitat traditionnel finalement s'est constitué, en s'enfouissant finalement dans le sol, littéralement pour se protéger des éléments du climat. C'est quelque chose qui avait énormément intéressé Okna, on va le voir tout à l'heure, et je voulais commencer par cette diapositive qui montre à quel point finalement, dans l'habitat traditionnel, sans présence de bois, puisqu'il n'y a absolument pas de bois, il n'y a pas de possibilité de végétation sur l'île, et donc par conséquent, on a de la roche volcanique, du tuf et de l'herbe, et finalement on se protège dans une espèce de système de grotte qu'on reconstruit. Et vous le voyez ici en haut à droite, finalement la toiture devient quelque chose où l'habitat devient une petite colline à l'intérieur du sol, l'habitat étant lui-même enfoui, et puis évidemment l'eau présente partout avec des résurgences, pour une fois chaude, puisque évidemment le caractère volcanique de l'île donne cette capacité. Vous découvrez ici dans la photo en haut à gauche Okna à 4 ans, puisqu'elle est née en 1929, sa mère en haut à droite, et puis le port de Emae en 1933, c'est-à-dire un port dans lequel finalement il y a la pêche, mais si vous voulez, à l'époque, vous pouvez imaginer 800 habitants, hein, c'est-à-dire c'est vraiment un village. Voilà les conditions à partir desquelles commence la carrière d'Okna. Okna raconte elle-même dans une interview à l'âge de 63 ans qu'elle était fascinée par le fait qu'il y avait très très peu de chantiers, puisque évidemment la dépression avait fait que et les pêcheurs n'avaient pas les moyens, donc il y avait quelques rares chantiers de maisons neuves. Elle attendait le soir que les ouvriers quittent le chantier et elle allait toute seule à 9 ans ou 10 ans visiter les chantiers. Et elle raconte, et ça c'est tout à fait extraordinaire, et moi ça m'a beaucoup ému, que 60 ans après, enfin un peu moins, 55 ans après, elle était capable de se souvenir de chaque millimètre de chacun des espaces de ces maisons, et que c'était probablement là qu'était né pour elle le début de sa carrière d'architecte et sa volonté de travailler. Voilà. Donc voilà ces chantiers de maison. Et puis elle choisit, ayant été obligée de partir à l'âge de 13 ans aussi, c'est important, à Reykjavik, donc de s'exiler de son île, et dans des conditions assez difficiles, semble-t-il, pour elle, puisque c'était une famille modeste, hein, avec peu de moyens, donc il y avait des conditions d'habitat qui étaient des conditions assez frustes. Elle essaye d'abord d'aller en Norvège, à l'Institut de Trondheim, où il n'y a plus de place pour elle. Donc elle considère à ce moment-là que se confronter à la culture latine est probablement très très bien pour un esprit nordique luthérien comme le sien. Et elle décide donc d'aller à l'École des Beaux-Arts de Paris, où un seul atelier, sur l'ensemble des ateliers, accepte les femmes. Donc sur 3000 élèves, il y a 3 femmes qui sont dans un seul atelier, qui est l'atelier de Aretsch, Gromor Aretsch, puisque Gromor est toujours là, qui a pris la succession de Gadet, et 3 femmes sur 200. Voilà. Petite anecdote que m'a racontée Thorun, qui est assez rigolote, c'est qu'elle arrive, elle ne parle pas un mot de français, et puis on lui indique la porte, donc elle ouvre la porte et elle tombe sur une scène de bizutage assez fort, dans lequel il y a beaucoup d'hommes assez dénudés. Elle s'évanouit, on la réveille, et au réveil, elle dit « Excusez-moi, je me suis trompé d'endroit, je cherche l'École des Beaux-Arts, l'atelier », et on lui dit « Bienvenue, vous êtes bien arrivé ». Voilà. Elle y passe une dizaine d'années, parce que à l'époque, c'était à peu près la durée standard. Elle dira par la suite qu'elle a été finalement, avec le temps et le recul, beaucoup plus influencée par tous les gens qui ont côtoyé l'atelier avec elle. Donc c'est les étudiants qui y étaient à la même période qu'elle, plutôt que les professeurs. Elle raconte que les 3 premières années étaient assez terribles parce qu'il ne fallait absolument pas parler de quelque modernité que ce soit, c'est-à-dire que c'était vraiment l'apprentissage classique, et Gromor était là pour ça. Mais qu'après, à partir de la 4e année, elle a pu commencer, et beaucoup m'ont dit, qui avaient partagé avec elle ces moments-là, qu'elle avait un aspect tout à fait anti-académique, très présent dès ce moment-là à l'école. Et vous voyez ici Okna, donc en 1960, devant son diplôme, qui est un diplôme qui a fait pas mal de bruit à l'école à ce moment-là.
Kna avait un rapport tout à fait particulier avec Aretsch, qui l'aimait beaucoup et qui avait considéré que c'était une de ses étudiantes les plus douées. Un diplôme en Islande, bien entendu, dans lequel elle travaille sur un jardin de fleurs et toute une production horticole, on va dire, à partir de l'eau aussi, de l'eau chaude. Et vous découvrez déjà un thème qui est présent chez elle à ce moment-là dans ce projet, qui est un thème un peu tectonique, du travail sur le sol, du travail sur un certain nombre de talus que vous verrez tout à l'heure dans d'autres circonstances, mais qui sont importants parce qu'ils marquent d'une certaine manière un début d'un certain nombre de thèmes qu'on va voir un peu plus tard. Voilà la qualité du rendu de son diplôme qu'on a pu retrouver. Avec aussi, vous le voyez, un certain nombre de structures qui surplombent les édifices, qui sont des structures avec des structures métalliques très légères, qui sont un thème qui l'intéressera aussi. Et dès le début, s'agissant de la femme islandaise qui, pour la première fois, est arrivée aux Beaux-Arts, puisqu'il y avait une femme islandaise qui avait fait des études d'architecture avant elle, mais pas à Paris, qui n'a pas exercé d'ailleurs par la suite. Donc elle est non seulement la première femme islandaise à venir à Paris à l'École des Beaux-Arts, mais ensuite elle est la première femme architecte à construire en Islande, où auparavant il était évident, absolument évident, que seul un homme pouvait être architecte. Et donc évidemment, tout de suite, dans son pays, elle est dans les journaux parce que l'Islande est un petit pays qui fait, je crois, 260 000 ou peut-être 300 000 habitants, peut-être un peu moins à l'époque. Et donc elle devient très jeune, dès son diplôme, finalement, une forme de star. Elle est influencée, elle le dit elle-même, à cette époque, par beaucoup de choses. Des plans de Cannes, des groupements de Hudson ou le travail d'Aldo van Eyck sur une forme de capacité à un moment à prendre les matériaux là où ils sont, c'est-à-dire à éviter... vous allez le voir dans plusieurs de ces projets, il y a une dimension particulièrement intéressante chez Kna, c'est qu'elle est à mon avis très très en avance sur énormément de problématiques environnementales contemporaines aujourd'hui. Elle est très intéressée aussi. Alors l'atelier, il y avait une blague qu'on m'a racontée sur l'atelier Aretsch où on posait la question, on disait mais c'est quoi la différence entre Aretsch et Aalto ? Et la réponse était qu'il n'y en avait pas parce qu'ils étaient tous les deux des Finlandais, évidemment, Aretsch étant des Landes. Et c'est pas très fin, mais c'est pas grave parce que en réalité, je pense qu'il y a eu vraiment une influence d'Aalto tout à fait sérieuse, on va le voir, notamment dans le travail sur la Villa Mairea, dont vous voyez ici le plan, où Aalto s'attache à deux choses, à articuler une partie très contemporaine sur la droite et une partie très ancienne, très traditionnelle, qui est la partie du sauna, qu'il réalise avec exactement la main-d'œuvre et la qualité de détail d'artisanat classique, traditionnel, et à l'intérieur de la maison contemporaine aussi, toute une série de réinterprétations de détails de la manufacture, de tous les petits détails de l'architecture finlandaise traditionnelle. Alors, et elle est très impressionnée aussi elle le dit elle-même, par la maison Louis Carré d'Alvar Aalto à Bazoches, aussi pour son plan. Vous allez regarder bien ce plan qui est un peu un plan organique à partir d'une partie centrale. On verra tout à l'heure comment Kna travaille sur ces sujets. Elle réalise tout de suite, même très légèrement avant son diplôme, une première maison sur son île, à Vestmannaeyjar, qui sera malheureusement détruite en 1973 par cette coulée de lave dont peut-être certains d'entre vous se souviennent, puisque cette île a failli être détruite. Heureusement, la coulée de lave s'est arrêtée, l'île s'est un peu agrandie, on le verra tout à l'heure. Là, elle travaille sur un plan et sur un volume très simple, sur un registre de forme forte. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans le travail de Kna, c'est cette capacité, on va le voir, qu'elle a eue à explorer des champs de projets très différenciés les uns des autres. Ici, elle a travaillé sur une petite maison très cubique, travaillant le plan carré avec un élément central de contournement. Elle travaillera, vous le verrez tout à l'heure, sur des plans totalement éclatés, très différents. Donc il y a une dimension un petit peu d'exploration, c'est-à-dire la volonté finalement de ne pas se cantonner dans un travail très codifié et très répété, une sorte de graphologie plastique figée, mais au contraire d'essayer d'aller explorer toute une série de champs. Sur la question de la matérialité, il y a une radicalité, moi, qui m'a stupéfait aussi dès l'origine, c'est-à-dire que dès ses premières maisons, elle travaille sur du béton totalement brut, dans lequel elle incorpore des éléments de cette roche volcanique de Puzzolane, qui donne un motif tout à fait intéressant, non seulement à l'extérieur,
à l'évidence dans la capacité de Hogna à mettre en œuvre une architecture où l'extérieur et l'intérieur sont absolument en fusion. Vous verrez ensuite que ce vocabulaire-là, il n'est pas simplement dans ce qu'on pourrait dans l'architecture classique appeler des façades, mais il est aussi à l'intérieur. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi les plans, on verra tout à l'heure dans son chef-d'œuvre, qui est la maison à bac à flotte, mais dans lesquels elle explore aussi. Vous avez vu tout à l'heure le plan totalement carré, avec un élément de contournement central. Ici, vous avez un plan plus éclaté, où elle commence à explorer le rapport très particulier de hiérarchie entre la partie essentielle, la partie qui, dans la maison traditionnelle islandaise, est le cœur, c'est-à-dire finalement la pièce de vie centrale avec la cuisine. La cuisine d'ailleurs n'étant pas forcément en façade, la cuisine étant en recul. Je trouve ce plan assez remarquable et vous allez voir après les différentes évolutions de cette capacité très subtile qu'elle a à articuler les espaces à l'intérieur des plans. Voilà, donc ça a été dit dans plusieurs articles, la qualifier de brutaliste d'une certaine manière. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse peu s'agissant de Hogna, parce que je pense qu'elle était surtout attachée à une forme de vérité essentielle de son architecture en termes de matérialité, dans un pays, l'Islande, vous le savez, dans lequel, à part la lave, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose. Voilà, vous voyez comment ce thème de ces inclusions de roches existe aussi à l'intérieur, et le rapport tout à fait particulier à l'eau, avec la brume dont je parlais tout à l'heure. Une seconde maison, un peu plus tard, à Reykjavik, alors qui est une maison qui reprend la première maison, c'est-à-dire la volonté de travailler sur un plan très simple, un plan parallélépipédique, carré, et avec de temps en temps des alternances entre des opacités et des ouvertures. C'est très étonnant ce que tu as dit tout à l'heure, Bernard, sur le fait qu'il y avait des choses de Tastemain qui pouvaient se retrouver là. C'est vrai, je n'avais pas fait attention à ça, mais effectivement, il y a quelque chose qui est partagé. Cette maison se fait aussi énormément remarquer dans son pays parce que, encore une fois, c'est la première femme architecte en Islande. Et que ce soit les coupes, que ce soit les plans, il y a une qualité tout à fait extraordinaire, assez exceptionnelle de maîtrise du plan, de la coupe, qui travaille un petit peu sur ces questions, fait l'évidence. Voilà, avec des lieux toujours très importants. Il y a une petite anecdote aussi que les différents entretiens que j'ai pu avoir m'ont rapporté, c'est-à-dire que à l'origine, sur l'île Westman, le mobilier, qui était une chose extrêmement importante dans les maisons, puisque finalement les maisons étaient assez modestes, mais le mobilier était extrêmement important, on déplaçait de temps en temps le mobilier d'une maison à l'autre de peur qu'une coulée de lave ou un accident ou éventuellement même une autre nature de disparition fasse qu'on n'ait plus les meubles. Donc on déplaçait les meubles d'une maison à l'autre. Et vous allez voir par la suite, dans pratiquement tous les projets de maison de Hogna, les meubles sont fixes, les meubles sont travaillés dans le béton, les meubles sont inamovibles, ils sont pérennes. Alors tout de suite, cette deuxième maison, elle fabrique aussi dans la presse. C'est-à-dire qu'il y a, dans la carrière de Hogna en Islande, vraiment quelque chose qui est très particulier de ce rapport avec l'Islande, avec ce pays. Elle travaille ensuite sur une piscine, qui mettra, alors entre les premières études et la réalisation effective de la piscine, il se passera, je crois, une quinzaine d'années. Il y aura une première forme de piscine, puis ensuite des évolutions. On voit ici Hogna devant la maquette et devant ses dessins. Et tous les entretiens que j'ai pu avoir avec tous ceux qui l'ont côtoyé parlent de personnes qui dessinaient remarquablement bien. J'ai retrouvé heureusement 2 dessins de sa main que je vais vous montrer tout à l'heure qui m'ont beaucoup aussi touché. Et en maquette également. Nous sommes ici dans le début des années 60 et ayant connu Adrien, dont je salue la présence ici ce soir, à l'école, puisque Adrien m'a dit qu'il était dans l'atelier voisin. Il y avait l'atelier expert, si j'ai bien noté, voilà, qui était juste à côté de l'atelier Aretsch. Je crois même, Adrien, tu m'as dit que tu avais travaillé sur le diplôme de Hogna, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc il y avait quelque chose qui s'était tissé dès l'école et qui a fait encore que, par la suite, après un premier concours à Reims, si j'ai bonne... Excusez-moi, il y a mon iPhone qui me demande si j'ai des questions à lui poser. Un concours majeur que Adrien Fassilbert et Hogna font ensemble, qui fera beaucoup parler, qui est le concours de Villetaneuse, de l'université de Villetaneuse en 1967.
Alors, je ne vais pas forcément redétailler l'ensemble des choses de ce concours, mais ce qui est très important, c'est dans une publication qui a suivi immédiatement dans Le Carré Bleu, qui était une revue extrêmement importante à l'époque, Paul Nelson, excusez du peu, qui était dans le jury, salue deux choses tout à fait extraordinaires dans ce projet. D'une part, une stratégie de projet qui n'est pas un plan masse, c'est-à-dire quelque chose qui travaille autour de la notion d'une contingence de la morphogénèse future du projet et pas une chose figée. Donc quelque chose qui est capable d'évoluer, mais qui donne une stratégie très claire dans le projet, et ça, c'est tout à fait remarquable, et Nelson le pointe. Et puis également la dimension paysagère du projet, c'est-à-dire la capacité à la fois de concevoir l'université et la partie bâtie de l'université comme un paysage urbain, mais aussi la partie paysagère très forte intérieure de l'université, qui est sur un terrain marécageux, entouré de collines, et donc qui se sert, là encore une fois, une préfiguration de toute une série de démarches contemporaines de la partie centrale pour aller récupérer l'eau, etc., etc. Et puis, troisième point très important que Nelson souligne aussi, qui a fait que le jury a été enthousiasmé par ce projet, c'est la capacité d'articuler pour la première fois un projet d'université avec la ville. C'est-à-dire de faire en sorte que la rue intérieure de l'université soit dans le prolongement des espaces publics de la ville elle-même, de façon à ce qu'il n'y ait plus cette ségrégation qui s'opérait par la suite dans le plan. Voilà, alors ça vaut encore à ECNA toute une série d'articles dans la presse islandaise. Alors malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure à René, je m'en excuse, je n'ai pas de très bonnes photos d'un autre projet que ECNA a travaillé et avec Adrien ici présent et avec René Lautelonde ici présent également, que je salue. L'université de technologie de Compiègne, qui était un projet politiquement très important à l'époque pour l'université, parce que juste après 1968, a construit dans des conditions de rapidité totale, 6 mois, du béton préfabriqué, enfin toute une série de choses extrêmement difficiles, et aussi un rapport à réinventer, on va dire, avec l'urbanité voisine. Une autre maison, je vais passer peut-être assez rapidement sur les différentes maisons parce que les projets islandais sont pour la plupart des projets de maison assez extraordinaires qui sont des commandes directes dans l'entourage de ECNA. Un projet également avec Adrien en 1964 sur les îles. Toujours ce travail de l'intérieur, on va voir plus tard comment ECNA était quelqu'un qui était à la fois capable de travailler sur l'échelle architecturale elle-même, mais aussi sur l'échelle architectonique, sur la question de la matérialité, sur la question du mobilier. J'essaye de vous montrer différentes natures de maisons. Ce qui est très intéressant, c'est de voir l'évolution dans les plans, avec toujours cette interrogation que ECNA a dans des plans extrêmement habiles à mes yeux. Je les ai étudiés soigneusement et je vois tout le travail qu'il a fallu mettre en œuvre pour arriver à des plans de cette qualité. La façon de réinterpréter au fond la maison d'enfance avec cette grande pièce centrale, les alcôves périphériques où finalement tout le monde mange et dort presque dans la même pièce. Le sommeil, c'est juste une alcôve dans laquelle on ferme quelque chose. Voilà. Projet tout à fait élégant de ces années 60. Et arrive, à mes yeux, le chef-d'œuvre, littéralement, c'est-à-dire cette maison. Alors, je ne sais pas très bien, j'hésite à chaque fois que je prononce des noms islandais parce que je dis Bakkaflöt, mais peut-être que je me trompe. Ça va, Lofé, c'est bon, d'accord. Alors, Bakkaflöt, où il y a une commande d'une maison assez importante, d'une famille avec 4 enfants, et ECNA se dit que c'est le moment de mettre en œuvre quelque chose qui pourrait fonder un rapport très particulier et qui plus est inédit, parce que c'est une femme architecte, entre l'architecture traditionnelle islandaise, qui n'est pas forcément une architecture, mais qui est un habitat vernaculaire, qui s'enfouit, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le sol. Vous voyez ici ces espèces de murs, la façon dont le toit devient une colline, et une commande d'architecture contemporaine. Alors voilà ce que ça donne dans le paysage islandais. On voit bien à quel point, finalement, cet habitat-là, il est littéralement enfoui. Et il y a des études très intéressantes qu'elle regarde qui expliquent comment sont constituées ces maisons avec, là encore une fois, une très grande pièce centrale et puis des alcôves qui sont une espèce de hiérarchie qui s'opère entre la pièce dans laquelle finalement il y a la cheminée et la cuisine et puis tout le reste. Et eh bien, ECNA met en œuvre une transposition qui est beaucoup plus que littérale, qui est à mon avis totalement conceptuelle. Et ce qui fait de ce projet vraiment un chef-d'œuvre, c'est que
Elle se débarrasse complètement des oripeaux classiques qui veulent qu'à un moment on fasse une façade. Elle s'en fiche de la façade. Elle n'a plus d'intérêt à dessiner une façade puisqu'elle est dans un dispositif en coupe et dans un dispositif de conception du projet où, à nouveau, une architecture contemporaine est capable, comme l'avait fait Alto avec la Villa Maerea, de se réinspirer et de transposer un registre tout à fait vernaculaire, tout à fait classique de cette inscription dans le sol, qui, par ailleurs, je le dis avec un peu d'amusement, puisque ça date des années 60, est très très en avance sur toute une série de dispositifs écologiques qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui, 50 ou 60 ans après. Et alors on peut se dire, bon, ok, il nous montre une maison, c'est sympa, elle a fait des talus, c'est formidable. Mais alors on va rentrer maintenant dans la maison et c'est là qu'on va voir à quel point les choses sont tout à fait extraordinaires. Alors j'ai retrouvé, et j'en suis très heureux, ce dessin à la main de Hocknat, parce que beaucoup d'entre vous, et toi Bernard notamment, vous m'aviez dit qu'elle dessinait remarquablement bien, mais je n'arrivais pas à trouver ses plans, et j'ai trouvé cet élément-là, qui est dessiné de sa main, son écriture aussi, voilà, que j'aime beaucoup dans la qualité tout à fait particulière de son dessin. Alors on va rentrer dans la maison, où vous voyez que Hocknat a évolué encore par rapport aux différentes petites maisons qu'on a vues avant. Petite, le mot est tout à fait relatif, puisqu'ici ce sont des maisons quand même importantes. Mais vous voyez la place très centrale dans un angle effectivement de cette pièce de vie, du séjour, au centre de laquelle va se trouver la cheminée. Et ce qui est très intéressant, c'est la hiérarchie qui va s'opérer entre les 4 chambres des enfants, qui vont être conçues comme des alcôves qui peuvent se fermer et s'ouvrir avec une intimité totale par toute une série de jeux de parois coulissantes, on va le voir après. La chambre des parents étant, elle, dans l'extrémité en haut à gauche, avec son intimité particulière. Voilà l'intérieur. Voilà. Alors, je précise qu'il n'y a pas un seul élément de mobilier qui n'a pas été dessiné par Hocknat, et donc par conséquent, il y a une admiration encore plus grande qui s'est faite chez moi dès lors que j'ai pu découvrir tout ce travail tout à fait extraordinaire. Et on va voir tout de suite, parce que c'est une chose très importante, la façon dont ces parois coulissantes par rapport à la pièce centrale et le rôle très particulier que les alcôves jouent marche d'une façon tout à fait extraordinaire dans un registre qui rejoint celle de l'architecture vernaculaire, alors de l'architecture de la maison japonaise traditionnelle avec toutes ces parois coulissantes. Cette maison, elle est pleine de parois coulissantes dans tous les sens et elle permet des infinités de combinaisons. Vous voyez ici les 2 doubles alcôves à droite et à gauche qui sont une extension naturelle par une planéité totale de sol continue en partie basse, une planéité totale de sol en partie haute et des petites cloisons coulissantes complémentaires qui permettent à chaque alcôve de se fermer. Mais la paroi que la dame vient de fermer étant une paroi qui permet d'isoler la circulation par rapport au séjour pour des raisons acoustiques également. Donc c'est une maison extrêmement savante, extrêmement subtile. Voilà, vous voyez ces doubles alcôves avec encore une fois en plafond la trace des parois coulissantes qui permettent de les autonomiser chacune. La cheminée en coupe qui devient un puits de lumière également. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup, notamment chez Wright ou chez d'autres, mais qui est ici particulièrement bien réinterprété. L'articulation entre ce coin cuisine, qui n'est pas encore une fois en façade, mais qui est quelque chose qui est directement lié au centre et à la cheminée notamment. Et puis toute une série d'alcôves complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a le grand séjour principal dans lequel il y a une très grande banquette en béton, et puis il y a des petites alcôves particulières, c'est-à-dire encore une fois la capacité d'être soit tous ensemble, ce qui, on me l'a dit je crois, est quelque chose qui en Islande est très important, c'est-à-dire la capacité à un moment de tous se réunir, et puis à des moments de s'isoler un petit peu. Voilà, tout un travail de détail aussi qui m'a laissé totalement pantois parce que Hocknat a tout dessiné elle-même à la main et donc chacun sait aujourd'hui le travail qu'il faut et qui est absolument remarquable pour arriver à ce résultat-là. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bons artisans, il faut aussi l'avoir dessiné, l'avoir bien pensé. Et puis ça m'a ému aussi dans la chambre des parents, cette paroi courbe de la douche, avec cette petite arrivée de lumière ici dans la contre-courbe, enfin toute une série de choses particulièrement émouvantes. Moi j'ai parlé d'émotion, je n'ai cessé dans les 3 mois où j'ai travaillé sur ce travail d'Hocknat de découvrir des choses qui m'ont de plus en plus ému et je suis émerveillé vraiment comme un enfant de toute cette qualité que Hocknat a su mettre en œuvre. Alors, je vous en avais parlé, 1973, il y a un petit accident qui est assez fréquent en Islande. Eh bien, il y a une petite coulée de lave qui a décidé de bousiller littéralement cette île qui est toute petite, encore une fois, vous voyez, elle est là, cette coulée de lave, et elle va faire gagner à l'île 1 kilomètre.
Donc c'est vrai que le rapport à la nature, le rapport au territoire n'est pas tout à fait le même quand on est né et qu'on habite sur une île de cette nature ou quand on habite dans la Beauce, voilà, sans aucune volonté de hiérarchie particulière. Alors la population islandaise se bagarre avec cette coulée de lave. On va chercher toutes les pompes du pays et on arrose avec de l'eau de mer pendant des mois et des mois la coulée de lave en espérant qu'elle va stopper, ce qu'elle finit par faire au bout de quelques semaines et quelques mois. L'île est totalement dévastée. La maison, encore une fois, la première maison de Högna a été détruite par cette coulée de lave. Mais ce qui est très frappant, si vous voulez, c'est parce que j'ai regardé un certain nombre de films, c'est de voir l'attitude des Islandais eux-mêmes par rapport à cette brutalité de la nature, et ils regardent bien les choses en face. On m'a beaucoup parlé, quand on m'a parlé de Högna, de fierté. Et je crois qu'il y a quelque chose de très islandais sur cette question de la fierté. J'y reviendrai à la fin, parce que vivre dans un environnement aussi difficile, c'est peut-être aussi quelque chose qui rend de temps en temps assez fier. Alors arrive une seconde époque dans la vie de Högna, qui avait le choix, finalement, après ses expériences avec Adrien Fassilberg ou avec René Dauteland, de s'établir à son compte, comme elle le faisait de toute façon en Islande. Mais elle choisit un autre modèle, qui est un modèle d'une petite famille, m'ont-ils dit. Hein, Bernard, je réemploie ce mot, d'une petite famille dans laquelle il y a un petit groupe, très peu finalement de collaborateurs, et le travail, il est fait en commun avec Jean-Pierre Humbert, André Crespel à gauche, Högna que vous voyez au milieu, et Bernard Ropa qui les a rejoints beaucoup plus tard. Alors Humbert c'est 1972, Crespel 74 et Bernard je crois 87, quelque chose comme ça. Avec un très bel article dans l'empreinte de François Lamarre sur cette équipe. Alors là, c'est le moment de parler d'une autre carrière de Högna, même si on pourra revoir quelques projets en Islande, c'est-à-dire la façon dont Högna, dans un cadre culturel totalement différent du sien, puisqu'en Islande, elle connaît presque tout le monde. C'est René qui me racontait une anecdote où dans un voyage, il salue quelqu'un, une dame qui leur dit bonjour à la fenêtre, ils parlent rapidement et puis ils s'en vont. Et puis Högna, à la fin, lui dit tiens, j'ai oublié de te dire, c'est la présidente de la République. Donc l'Islande, c'est tellement petit qu'il y avait un rapport de proximité qui faisait que Högna avait probablement beaucoup plus confiance, et c'est la raison pour laquelle elle a fait cette carrière seule en Islande, et peut-être la raison pour laquelle, face à la différence de culture, elle a choisi ce groupe avec lequel elle a travaillé pendant une quinzaine d'années, peut-être un peu plus. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est de découvrir à quel point, finalement, elle allait expérimenter avec des matériaux, ici la brique, où elle travaille différents registres, mais toujours dans une espèce de très très grande élégance, une très grande subtilité, une très grande capacité dans le plan à aller dans tout ce que les matériaux permettent. Je vous ai montré tout à l'heure comment l'attention extraordinaire de détail dans ces maisons en Islande, et notamment dans la maison à Bakkaflot, m'avait émerveillé. Je suis assez séduit aussi, même si c'est des registres totalement différents, de la façon dont Högna ici se dit tiens, il y a la brique, on va se confronter à la brique, que ce soit dans des plans courbes, que ce soit dans quelque chose qui articule un travail structurel avec du béton, de la brique, et puis toujours l'arrivée de la lumière naturelle, qui est chez elle un thème très important, avec un registre de travail, de lieux de travail dans lesquels il y a une très très grande élégance, et toujours, parce que ça c'est un universel chez Högna, la capacité d'être dans des matériaux essentiels, pas de vêture, pas de peinture, pas d'enduit. On est vraiment dans l'essentiel du béton, de la brique. Et très intéressant aussi, un petit projet d'école primaire. Alors évidemment, chacun des projets, je pourrais passer une demi-heure, mais je n'ai qu'une diapo, donc je vais très très vite. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est qu'elle explore quelque chose qui réinterprète finalement l'école de plein air de Baudouin et Lotz, dans lequel la classe peut se tenir dedans, mais elle peut se tenir aussi dehors. Sauf qu'elle dit que peut-être il faut se protéger un tout petit peu de la pluie, et que donc par conséquent, il n'est pas idiot de réfléchir, au-delà du vocabulaire assez classique du socle, et de ces parois vitrées et coulissantes, comment une forme de travail textile peut être mise en œuvre. Et là, j'ai reconnu aussi la capacité de Högna d'aller chercher à un moment des domaines dans lesquels elle n'est pas forcément très expérimentée, mais elle souhaite expérimenter en tout cas. La prolongation du travail sur la piscine, je vous en avais parlé tout à l'heure, puisque en parallèle, Högna continuait de suivre des projets en Islande, parallèlement à sa carrière française. Piscine qui verra finalement le jour. Alors excusez-moi, mais j'ai décidé que ces noms-là, en islandais, je ne les prononcerai pas, parce que c'est pas possible, je ne vais pas y arriver.
Et puis toute une série de projets qui seront beaucoup de concours gagnés, grosso modo dans la fin des années 80, aux alentours de 92 pour les derniers. Peut-être une petite anecdote, je peux raconter aussi comment Bernard est arrivé dans le groupe. C'est Bernard qui travaillait avec Dominique Perrault sur l'Essier, qui avait en charge ce beau projet, avait invité OCNA, et peut-être Jean-Pierre Imbert d'ailleurs aussi, et André Crespel à l'inauguration, qui lui ont assez rapidement proposé d'être associés directement, tout en s'occupant aussi d'un très beau projet dont on va parler, qui est le lycée de Bondoufle. Ici, une extension informatique du lycée technologique René Cassin à Noisiel, un plan très radical, encore une fois, de OCNA, avec une face vitrée très particulière. Et ce que je considère personnellement le second chef-d'œuvre, au-delà de la maison de bac à flûte, de OCNA, c'est ce lycée absolument magnifique, le lycée François Truffaut à Bondoufle, où toute la virtuosité, à mes yeux, à la fois dans le plan, mais alors là, cette fois-ci, dans une échelle totalement différente, puisqu'on l'a vu dans le plan des maisons, mais là, on va le voir dans le plan du lycée lui-même, dans lequel elle est capable d'articuler des géométries assez fines qui ne sont pas à 90 degrés, et ce qui fait tout le talent, à mon avis, des architectes, c'est la capacité d'être à la fois dans la répétition typologique, c'est-à-dire de considérer que ces programmes ont une nature typologique qui impose la répétition, mais d'être capable, vous le voyez à certains endroits, de développer toute une très grande liberté formelle sur des courbes en béton, sur des espèces d'éléments diagonaux, qui pour moi sont des très grandes qualités, voilà, et qui donnent évidemment une poésie tout à fait particulière à ce projet, encore une fois radical, totalement en béton brut. Malheureusement, le béton, à ce que j'ai pu en lire, n'a pas forcément très bien vieilli, mais en tout cas, moi je suis aussi extrêmement admiratif de ce projet qui a une échelle extrêmement différente. On pourrait dire qu'il y a un chef-d'œuvre en Islande qui est cette maison qui réinterprète encore une fois l'architecture traditionnelle islandaise, et ce lycée de Bondoufle. Des espaces intérieurs du lycée, et puis un parvis que l'agence, d'ailleurs, ça m'avait ému, ça aussi, avait décidé de faire gracieusement pour la ville, pour la communauté. Alors, à cette époque, un point majeur dans la vie de OCNA, le musée d'architecture de Helsinki et tout un comité décident de faire une exposition tout à fait extraordinaire, baptisée « 5 Masters of the North », c'est-à-dire 5 maîtres du Nord. Et quand vous voyez la liste des 5 maîtres du Nord, qui commence par Peter Selsing, ensuite rien de moins que Sverre Fehn, Knud Olscher et Arno Russu-Vuori, OCNA est non seulement la seule femme parmi ces 5, mais évidemment l'Islande d'un seul coup par rapport au Danemark, qui a quand même occupé l'Islande pendant 6 siècles. Vous savez que l'indépendance de l'Islande ne date que de 1944, donc tout ça est extrêmement récent. Eh bien, il y a une forme de reconnaissance internationale au niveau le plus élevé, tout à fait extraordinaire. Et toute l'élégance, je trouve, de OCNA, c'est que chacun des 5 architectes avait eu la possibilité de faire un catalogue qui était lié à l'exposition. Eh ben, c'est OCNA qui est l'un des 5, et pourtant OCNA, dans son catalogue, cite et partage avec Bernard, ici présent, et avec André Crespel et avec Jean-Pierre Imbert, finalement le catalogue, parce que ce travail est revendiqué à plusieurs. J'ai parlé d'une famille tout à l'heure, et c'est très important aussi, j'ai trouvé que ce catalogue ait cette délicatesse. Arrive la période, on arrive vers les 5-6 dernières années, après 1992, et beaucoup de concours gagnés. C'est tout à fait extraordinaire d'ailleurs, parce que cette année 92, il y a pratiquement, je crois, 5 concours gagnés, 5 concours très importants, qui seront ensuite développés et construits jusqu'à 1997-1998. L'extension de Dauphine, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Pantin, une très jolie, j'aime énormément ce projet aussi pour sa radicalité et sa très grande simplicité, bibliothèque universitaire des Yvelines au Ménil-Saint-Denis. Et puis un bâtiment un peu imposant, mais qui est un bâtiment d'archives assez élégant, à Savigny-le-Temple, qui est un centre d'archives économiques et financières de l'État, livré en 1997. Alors 1997, OCNA arrête son activité dans les années 1998, si j'ai pris bonne note. Elle a à ce moment-là 69 ans. Et
chose tout à fait extraordinaire, très peu de temps après l'arrêt de son activité, en l'an 2000 très exactement, il y a un comité d'aéropage extraordinaire avec Richard Meyer et d'autres Pritzker Prize qui décident de travailler sur des encyclopédies de 100 projets qui, dans certains territoires, sont identifiés comme des projets les plus remarquables de ces territoires-là. Eh bien, pour l'Europe du Nord, pour l'Europe centrale, c'est la maison dont je vous ai parlé tout à l'heure, le chef-d'œuvre de cette maison à Baccaflotte, qui fait partie de un de ces 100 bâtiments du XXe siècle, tout à fait remarquables, pointés par ces architectes-là. Et encore une fois, quand je vous parle de Richard Meyer, je connais bien Richard, je pense que c'est une reconnaissance tout à fait extraordinaire. Alors, il se trouve malheureusement que Kna aussi à ce moment-là est confronté à la maladie de sa fille, Solveig, réalisatrice, que chacun ici connaît, la sœur de Sorun ici présente. Et donc voilà, il y a quelque chose qui se matérialise dans le temps un petit peu d'une façon homogène. Un projet dont je voulais vous parler aussi, qui n'est pas construit en Islande, qui est un projet tout à fait remarquable, qui verra peut-être le jour parce que avant la fin de son existence en Islande, Kna avait pu travailler avec 2 jeunes architectes islandaises sur tous les détails de ce projet, qui est un site sur son île natale, où elle a fait un petit projet de chapelle. Alors ça aussi, c'est un dessin à la main de Kna, et j'aime énormément ce dessin. Enfin, il y a toute une série de qualités dans le trait, dans la façon d'épaissir à un moment le trait. J'aime beaucoup cette chose-là. Voilà, donc à l'époque, au début, en 1981, ça n'est qu'une idée, et finalement, beaucoup de gens sur l'île Westman et peut-être en Islande se disent que peut-être un jour, si on arrive à trouver les quelques euros qu'il faudra pour construire cette petite chapelle, eh bien tous les plans d'exécution sont faits, c'est prêt, c'est dans des cartons, il n'y a plus qu'à réaliser ce projet. Alors, je vais terminer par 2 petites choses, je m'excuse, j'en ai que pour quelques minutes encore. Dans le catalogue de l'exposition en 1992, c'est très étonnant, pratiquement à la dernière page, il y a une partition de musique que Kna met en avant elle-même en disant que c'est important pour elle ce rapport d'une certaine façon pas simplement à la musique mais aux arts, puisqu'il y a aussi un tableau que je vais vous montrer par la suite, et elle dit que son rapport à l'Islande a été tout au long de sa vie un rapport très particulier. Évidemment, c'est sa culture d'origine, double culture encore une fois islandaise et française, et quelques instants je vais vous faire écouter ces chœurs qu'elle disait extrêmement émouvant. Voilà. Je vais bientôt terminer. Le rapport aussi à la peinture, Kna disait elle-même, elle a soutenu beaucoup d'artistes, elle a été en rapport effectivement avec beaucoup d'artistes qu'elle a fait travailler et qu'elle a inscrit dans ses maisons. Et je trouve que dans ce tableau, il y a quelque chose d'assez fort sur le rapport effectivement à l'océan et l'émergence de ces roches volcaniques extrêmement brutales, extrêmement puissantes, qui me refont penser à la question de la fierté dont j'ai parlé tout à l'heure, la fierté des Islandais, la fierté islandaise tout à fait particulière, tout à fait noble. Et avant de terminer, je voudrais associer 2 photos. Cette photo de 1960 de Kna, radieuse, magnifique, devant son diplôme, et de Kna un peu plus tard, mais dans les 2 cas, et par rapport à tout ce qui m'a vraiment bouleversé dans son travail et dans la qualité de la personne, je voulais dire 2 choses. Je voulais dire que l'Islande pouvait être extrêmement fière de Kna et que nous pourrions, nous aussi, la France, l'être aussi. Merci à vous. Juste... Excusez-moi, juste un dernier mot, c'est pour dire simplement que j'émets un souhait, et ce sera mon dernier souhait, c'est que vos applaudissements qui me touchent soient principalement pour Kna et pas pour moi. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Mas de nous faire partager pour découvrir, redécouvrir peut-être aussi
cette œuvre magnifique, avec beaucoup de subtilité, de sincérité, d'émotion aussi qu'on a pu partager avec toi. Tu as écrit un texte, tu as été filmé aussi, donc nous tâcherons aussi de mettre à disposition d'un plus large public ces éléments pour qu'on puisse reconnaître, mieux connaître cette œuvre qui, encore une fois, nous touche profondément. Merci beaucoup, Jean, et nous allons maintenant te remettre la médaille de l'Académie. Deux mots également de remerciements. Il y a toute une série de personnes qui m'ont beaucoup aidé. Christiane, à l'origine, pour m'aiguiller vers les différentes personnes qui me permettraient ensuite de mieux découvrir la vie de CNA. Jean-Marie Valentin, au début. Vladimir Mitrofanov, ici présent, qui m'a reçu dans sa maison dans le sud, et c'était extrêmement agréable de l'entendre parler de CNA. Adrien Silbert également, que je remercie. René, très émouvant, la discussion qu'on a pu avoir. Évidemment, Bernard et Lofay, Bernard Opa et Lofay a passé aussi un temps tout à fait extraordinaire à parler de ECNA. Sorun, la sœur de Solveig et la fille de ECNA, qui m'a beaucoup aidé aussi, et notamment parce qu'elle m'a permis d'être aiguillé vers, alors je ne sais pas très bien prononcer, Pietr Armansson, extraordinaire, un passionné islandais qui m'a beaucoup aidé et qui, par le plus grand des hasards, connaissait très très bien Michel Kagan, dont nous avons parlé avant, qui était un de mes meilleurs amis. Voilà. Merci à vous, merci énormément de m'avoir permis de faire ce travail dans ces conditions exceptionnelles. Merci.